Être une femme, une maman, une entrepreneure n'est pas de tout repos. J'ai créé Merci Mec pour vous parler de neuroatypie, d'hypersensibilité, mais également d'emprise, de manipulation et de violence conjugale. À travers ces épisodes, je vous parlerai de moi, des personnes que j'ai pu rencontrer, du vécu de certaines femmes et surtout de comment faire pour passer de victime à puissante. Alors bienvenue dans Merci Mec. Hello, c'est parti pour un nouvel épisode de ce podcast Merci Mec. Aujourd'hui, je vous parle de haut potentiel intellectuel. Je vous parle de troubles déficitaires de l'attention. Je vous parle de tests QI. Pour les adultes, on parle de passer un WAIS, W-A-I-S. Pour les enfants, il s'agit d'un WISC, W-I-S-C. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce qu'en fait, ces tests m'ont sauvé la vie. Alors, c'est un peu fort ce que je suis en train de dire, évidemment. C'est pas les tests qui m'ont sauvé la vie. Et si j'avais pas ces tests, si je les avais pas passés, ça aurait sans doute changé certaines choses, ou pas, justement, pas changé. Et c'était très bien que je les fasse pour pouvoir comprendre beaucoup de choses, mais ça m'aurait pas sauvé la vie. C'est un peu fort ce que je suis en train de vous raconter. En fait, ce nouvel épisode aussi pour vous dire que les étapes à passer pour passer les tests, déjà savoir s'il faut les faire. En tant que thérapeute, spécialiste des troubles neurodéveloppementaux, j'ai reçu pendant plusieurs années des enfants dans mon cabinet avec les parents qui me posaient la question en me disant mais voilà, est-ce qu'on doit passer les tests, on se demande si notre enfant est surdoué, il a plein de notre enfant ne fonctionne pas entre guillemets comme les autres. Il faut lui donner toujours, entre guillemets, à manger, il faut lui faire lire, écrire plus que les autres, il s'intéresse à des trucs pas possibles, que nous, on n'a même pas les réponses, du coup, comment faire ? Et en fait, ma réponse était toujours la même, et elle l'est toujours d'ailleurs. Ma réponse, c'est, est-ce que dans la vie de votre enfant et dans votre vie de parents, de famille, de couple, etc., ça change quelque chose pour vous ou pour lui. C'est-à-dire, je m'explique, est-ce que à l'école, l'enseignant ou l'enseignante vient vous voir toutes les semaines parce qu'il vous dit bah non mais là c'est juste pas possible, il faut trouver quelque chose parce que moi je sais plus quoi faire, ou il s'ennuie en classe et on trouve pas de solution. Ce genre de réflexion qu'on peut vous faire. Est-ce qu'à la maison, ça devient invivable ? Est-ce que le comportement de votre enfant fait que vous vous dites bah non mais là il faut qu'on pose les choses parce que c'est pas possible. Et il y a aussi, et malheureusement, cet effet de mode. J'ai plusieurs parents qui sont venus me voir en me disant ah non mais notre enfant il est HPI, c'est sûr. Moi aussi je le suis, c'est absolument sûr. Alors déjà je leur demandais s'ils avaient passé les tests pour être sûr qu'ils soient bien HPI eux en tant que parents. Et pour la plupart c'était non. Ah non mais je fonctionne pas comme les autres, du coup je sais bien, je suis HPI, puis dans notre famille de toute façon tout le monde a fait des hautes études, tout le monde est super fort en mathématiques. Voilà, les stéréotypes typiques du HPI. Je peux vous assurer que j'ai toujours été nulle en maths et que c'est pas ça qui a déterminé le fait que mon QI soit supérieur à la norme et que du coup on détermine que je sois au potentiel intellectuel.
Donc, pour en revenir à cet effet de mode, pour ne pas me perdre dans cet épisode de podcast, eh bien, en fait, j'ai envie de vous dire, si on a besoin de passer les tests, c'est justement parce que, entre guillemets, il y a un problème. Donc, d'être HPI, c'est pas une mode. D'être HPI, c'est franchement pas forcément cool. D'ailleurs, pour faire une petite sensibilisation à tout ça, il y a, entre guillemets, 3 types de HPI. C'est-à-dire qu'il va y avoir le HPI où tout se passe très très bien. En gros, c'est l'intellectuel, alors je fais des clichés exprès, hein, c'est l'intellectuel qui fonctionne super bien à l'école, qui a 18 sur 20 de moyenne, qui bosse super bien et qui s'en sort très bien et qui va faire toutes ses études comme ça et tout va très bien se passer, ça va lui convenir parfaitement. Il y a le HPI qui va se mettre dans la norme pour ne pas déborder en fait, pour ne pas être vu, pour ne pas être différent. C'est-à-dire que si la moyenne de la classe elle est de 12, et bah, votre enfant il aura 12, 12,5, 13 max et il fera comme les autres pour pas être repéré. Il lèvera la main quand il y en a plusieurs qui lèvent la main, il dira rien quand il y a absolument personne qui lève la main, il voudra surtout pas se mettre en avant et du coup il fera sa scolarité, voilà, oui, ça passe, on le fait passer dans la classe supérieure tous les ans, il fait ses études, tout va bien, il rentre dans le moule, on va dire. Et il y a le 3e type de HPI, et c'est très souvent pour cela qu'on vient passer des tests, ceux qui ne rentrent pas dans les cases, ceux dont je fais partie. C'est-à-dire que ceux pour qui l'école a été un enfer, que les enseignants se sont arrachés les cheveux ou au contraire dénigré cet élève parce que de toute façon il fera jamais rien de sa vie puisque il a des mauvaises notes, qu'il n'écoute pas à l'école et du coup il y a encore 2 sous-types dans cette case-là de HPI, c'est-à-dire qu'il y a les HPI qui vont foutre le bordel en classe parce que clairement ils se font chier et que en fait c'est juste pas possible pour eux de passer 7 heures en classe à écouter un prof qui les intéresse pas, avec des sujets qui les intéressent pas, ou alors des sujets qui les intéressent, mais en fait le problème c'est qu'on nous répète 15 fois la même chose pour que ça rentre dans la tête et que nous en une fois c'est bon, c'est compris, et qu'au bout de la 2e fois, 3e fois, 4e fois on en a un peu ras le cul. Donc il y a ces élèves-là, et puis il y a les élèves qui sont complètement effacés comme moi j'étais, qui ne parlent pas, qui ne disent rien qu'on ne voit pas, ou qui rêvassent, ou qui dessinent dans leur coin pour qu'on les repère pas, mais qui n'ont pas forcément non plus des bonnes notes, parce qu'en fait l'école clairement ne les intéresse pas. Et du coup, moi j'ai fait partie de cette dernière classe ici, de cette dernière case, on va dire, de HPI. Et en fait, je me suis toujours fait chier en cours. Donc c'est pour ce type d'enfant qu'on va faire passer les tests. Sinon, franchement, si vous avez juste envie de passer les tests juste pour savoir si votre enfant est HPI, franchement, on s'en tape et foutez-lui la paix à votre gamin. Et normalement, si le psychologue ou le neuropsychologue est bon, il fera son travail en disant « mais en fait, votre enfant, il n'a rien à faire dans mon cabinet. Moi, je ne vais pas lui faire passer des tests juste pour faire passer des tests, juste pour que vous puissiez dire autour de vous « oh là là, mon enfant, il est HPI ». On s'en fout. Concernant les adultes, je pense que c'est un peu autre chose. Quand on passe les tests adultes, on fait ce choix. On ne l'impose pas comme on le fait quand on est adulte et qu'on l'impose à nos enfants. Quand on fait ce choix en tant qu'adulte, c'est qu'il y a quelque chose dans la tête qui se dit « bon, y a un truc qui, entre guillemets, ne va pas.
Il faut que je pose les choses parce que j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir comment je fonctionne. J'ai vraiment besoin qu'on me pose les choses pour pouvoir avancer. Et souvent, ce sont des adultes que je rencontre qui sont à une étape de leur vie où ils se disent en gros, il faut que soit je change complètement de vie, que je passe à autre chose parce qu'il y a eu un burn-out ou quelque chose de ce type très régulièrement. Soit c'est des gens qui se sont jamais compris, qui n'ont jamais compris comment ils fonctionnaient et qu'à un certain moment de leur vie ils se disent bon bah ok, faut que là j'y aille et il faut que je pose les choses. Donc du coup, pour moi, c'était vraiment ça parce que je me suis toujours sentie différente, que j'ai toujours été une enfant effacée, très timide, très réservée. Je ne levais jamais la main en classe. D'ailleurs, ma timidité a été quelque chose de maladif chez moi jusqu'à très tardivement. En gros, tant que j'étais à l'école. Tant que j'étais à l'école, c'était insupportable pour moi de devoir passer devant toute la classe, de devoir passer des contrôles, des poésies devant tout le monde. C'était l'horreur. Et du coup, j'avais fait aussi passer moi les tests à mes enfants. Et vu que, en tant que thérapeute spécialiste des TND, évidemment que je savais qu'il y avait une sacrée part de génétique là-dedans. Donc, vu que mes enfants sont tous les deux HPI, forcément que je me disais, soit le papa, soit moi, même si ça peut sauter des générations, ça aurait très bien pu être mes parents ou mes grands-parents. Et du coup, voilà, je me suis dit, allez, je saute le pas. J'ai vraiment besoin de me comprendre. En plus, j'étais dans une période de ma vie où j'étais en arrêt de travail parce que j'étais vraiment... mon corps m'avait fait comprendre que là, il fallait que je fasse une pause. Donc, je me suis dit, je vais profiter de cette pause aussi pour apprendre à me comprendre et à poser les choses. Maintenant, comment se passe le test ? Le test, il se fait avec un psychologue ou un neuropsychologue qui est formé pour faire passer les tests. Donc le WAIS pour les adultes. Et puis ensuite, si vous voulez passer que le HPI, c'est ça. Et puis ensuite, il viendra, en fonction de l'anamnèse que vous allez faire ensemble, poser peut-être d'autres tests ou non. Donc du coup, par rapport à ça, moi, j'avais posé les choses en anamnèse. En disant à la neuropsy, moi j'émets des doutes sur le fait que je sois peut-être HPI, peut-être TDAH, donc avec un trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, et peut-être un TSA, un trouble du spectre de l'autisme. Donc je me posais vraiment ces trois questions-là. Donc je suis allée voir une neuropsychologue spécialisée et on a posé tout ça. Faites bien attention, si vous voulez passer des tests HPI, en gros, tous les psys ou neuropsys qui sont formés à ces tests peuvent les passer et ce sera assez simple pour eux de faire une retranscription derrière. Si vous voulez aller poser des choses de type TDAH ou TSA, sincèrement, prenez vraiment quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine parce qu'on ne pose pas un diagnostic de TDAH ou de TSA comme ça. Et d'ailleurs, pour rappel, le psychologue ou le neuropsychologue ne posera pas le diagnostic car ce n'est pas un médecin. Une fois que vous avez passé les tests, suivant ce que vous voulez faire ou non, vous pourrez ensuite aller voir un psychiatre pour aller attester de ce test. Donc, effectivement que ça pose une grosse base et que quand le neuropsy a posé un TDA ou un HPI ou un TSA, le psychiatre derrière, entre guillemets, il n'a plus qu'à valider. Il refait des tests aussi suivant ce qu'il a à poser ou non, suivant l'entretien que vous allez avoir, il pourra rajouter des choses ou non. Et simplement vous faire ce certificat qui vous dira oui, je suis bien d'accord avec le neuropsy.
Donc voilà, n'oubliez pas que le neuropsy ou le psy ne pose pas le diagnostic, c'est eux qui font les bilans, mais ils n'ont pas le droit de poser un diagnostic car ils ne sont pas médecins. Donc voilà, les tests, ils durent plusieurs heures. Il y a cette anamnèse où vous passez un premier rendez-vous où vous ne faites aucun test. Ce premier rendez-vous, il dure entre 1 heure et 1h30, 2 heures, en fonction effectivement de ce que vous amenez au spécialiste. Et c'est là qu'on détermine ensemble ce que vous allez devoir passer comme test. Et ensuite, suivant votre état de santé, votre état de fatigue, l'emploi du temps aussi des neuropsies parce qu'ils sont débordés, vous allez faire avec lui en fonction. Donc ça peut être soit vous faites tout d'un coup et vous bloquez votre matinée, voire un peu plus pour faire tous les tests d'un coup. Moi, c'est ce que j'ai fait. Soit vous revoyez le spécialiste en plusieurs étapes. D'abord peut-être le Waze et ensuite vous revenez pour faire d'autres tests si besoin. Et ensuite on se revoit pour avoir justement le bilan, le compte-rendu et voir ensemble ce qu'on peut mettre en place par la suite. Donc voilà comment ça se passe. Donc effectivement ce ne sont pas des tests qui sont anodins, c'est des tests qui prennent du temps et pour le coup qui coûtent cher aussi. Donc c'est des tests qui peuvent être pris en charge en partie par les mutuelles, donc renseignez-vous bien parce que c'est des tests qui peuvent coûter jusqu'à 600 €. Donc voilà, c'est pas le tout de vouloir poser les choses, mais financièrement parlant, c'est un sacré coût quand même aussi. Concernant les résultats, évidemment, c'est une sacrée étape. Parce que je posais ces tests, mais j'avais tellement pas confiance en moi. Et en plus, quand elle fait les tests HPI, alors je dis elle parce que moi c'était une neuropsy, mais bien évidemment que vous pouvez passer les tests avec un homme. Vous avez donc une personne qui vous fait passer des tas d'exercices, des tas d'examens et qui ne vous donne aucun résultat. Et notamment en matière de culture générale, vous répondez à des questions, vous ne savez pas à la fin de l'entretien si vous avez donné la réponse juste ou non. À moins que vous connaissiez évidemment la réponse, mais lorsque vous n'êtes pas sûr de votre réponse, vous ne savez pas si elle est juste ou si elle est fausse. Et ça, c'est hyper frustrant de se dire le temps du résultat, punaise, est-ce que j'ai bugué, est-ce que j'ai pas bugué moi, par exemple, il y a une question où j'ai répondu, puis une fois que j'étais dans ma voiture, j'ai dit mais quel con, pourquoi j'ai répondu une sottise pareille? Et en fait, dans l'état de stress, dans l'état de stress que j'étais, à vouloir toujours avec ce putain de perfectionnisme donner la réponse absolument juste, j'ai répondu tellement vite que j'étais complètement à côté de la plaque. Bon, c'était que pour une seule question. Mais en fait, c'est mon cerveau qui n'a même pas réfléchi et du coup, j'ai répondu. Et une fois dans la voiture, je me suis dit, mais n'importe quoi. Après, justement, lorsqu'on a les résultats, la neuropsy nous dit, j'ai bien vu que vous connaissiez la réponse, mais que vous étiez tellement en stress que vous avez répondu à côté. Et je lui dis, bah oui, évidemment, la réponse, c'était ça. Elle me dit, oui, je savais bien que vous aviez la réponse. Donc voilà, ils tiennent compte aussi de tout ça. Et donc pour en revenir aux résultats, parce que je m'éparpille un petit peu, quand elle m'a donné les résultats et qu'elle m'a dit oui, effectivement, vous avez un haut potentiel intellectuel, j'ai regardé la spécialiste et je lui ai dit vous pouvez vérifier si c'est bien le bon nom sur votre dossier parce que je pense que vous ne parlez pas de moi en fait. C'est pas possible que je sois HPI en fait, que je sois surdouée, zèbre, tout ce que vous voulez. C'est pas possible. Parce que, notamment, pendant des années, on m'a dit que j'étais nulle à l'école. Et j'avais, malgré moi et malgré le fait que je sois spécialisée dans les troubles neurodéveloppementaux et évidemment que le HPI n'est pas un trouble neurodéveloppemental, mais on l'a étudié aussi dans les formations qu'on fait,
que pour moi, en fait, le HPI, c'était justement quelqu'un qui était avec des super notes, notamment dans les matières scientifiques. Moi qui ai fait un bac L avec du coup option anglais renforcé, et donc qui, à l'époque, quand j'ai passé mon bac, j'avais plus ni maths, ni physique-chimie, ni SVT, parce que c'est vraiment des matières que je déteste et que j'avais rien compris à ces matières. Du coup, c'était impossible pour moi que je sois HPI et qu'en plus, pendant des années, les profs m'avaient rabâché que je ferais jamais rien de ma vie, que j'étais nulle, vu les résultats que j'avais à l'école, que de toute façon, je ferais jamais de grandes études. Donc du coup, forcément que c'était impossible pour moi d'être HPI. D'ailleurs, je reviens là-dessus, je fais une petite aparté encore une fois. HPI, c'est 130 de QI. Toute personne qui est en dessous de 130 n'est pas considérée comme un HPI. J'ai envie de vous dire, peut-être que mon parallèle est complètement bidon, mais quand vous avez une limitation de vitesse à 130 sur l'autoroute et que vous vous faites flasher à 131, il faut mettre, en fait, ils ont été obligés de mettre une limite. Et du coup, c'est le même principe pour le HPI. Si vous êtes à 129, entre guillemets, vous n'êtes pas HPI. Pour le coup, il y a certains neuropsychologues spécialistes qui émettent, qui laissent une marge de manœuvre, notamment pour les personnes comme moi, dites neuroatypiques, parce que j'ai une dyspraxie aussi, et j'ai aussi un TDAH qui a été posé. Donc moi, je ne suis pas à 130 ou plus de 130. Je suis à 127. Et en fait, elle considère que je suis quand même HPI. De toute façon, la norme, c'est 100. Donc déjà, à partir de 115, vous êtes considéré comme au-dessus de la norme. Vous n'êtes pas HPI, mais vous êtes dans la moyenne haute. Entre 115 et 130. Et du coup, moi, je suis à 127 et cette neuropsy et d'autres considèrent que je suis HPI puisqu'en fait, sur certains tests, étant dyspraxique, tous les exercices qu'il y avait à faire, notamment sur tout ce qui était 3D, c'était juste impossible pour moi. Donc, elle a bien vu que ça n'avait rien à voir avec mon cerveau qui fonctionnait pas pour ces exercices, ou plutôt justement parce que avec cette dyspraxie, de toute façon, je ne pouvais pas avoir de bons résultats sur tous ces tests-là. Donc forcément que, pour les neuroatypiques, il y a quand même une marge, comme par exemple, je pense à des enfants qui sont dyslexiques, dyscalculiques, évidemment que quand il faut lire les mots ou les lettres, ou sortir toutes les lettres qui ne sont pas les mêmes que d'autres dans un texte, forcément que le gamin, il ne va pas réussir à gérer l'exercice, c'est impossible pour lui. Donc voilà, on a quand même une petite marge de manœuvre par rapport à tout ça. Donc finalement, HPI ou non, 130 ou non, on s'en fout. C'est plutôt de comprendre comment vous fonctionnez. Donc oui, ce test-là, il a changé ma vie parce que j'ai posé les choses. Parce que je sais maintenant, à 41 ans, que mon cerveau ne fonctionne pas comme les autres. Que de par mon TDAH, j'ai des difficultés qui sont posées. De par mon HPI, mon cerveau ne va pas avoir les mêmes connexions, il ne va pas apprendre de la même façon, il ne va pas connecter de la même façon. Et du coup, il y a certaines personnes qui ne vont pas me comprendre quand je vais utiliser une certaine façon de réfléchir qui est propre justement au HPI.
Et maintenant, je le sais. Et je peux vous assurer que moi, mais ça m'a donné tellement confiance en moi. Mais c'est un truc de dingue, quoi. Et je regrette pas de me dire, oh là là, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. C'est comme ça, c'est fait. Et j'ai que 41 ans, donc j'ai encore toute la vie devant moi pour poser les choses, pour comprendre et avancer avec cette nouvelle façon de réfléchir, de penser, d'agir, quoi. Donc voilà, je suis juste Aurélie, je suis unique. Oui, j'ai un handicap invisible, oui, j'ai un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, oui, je suis HPI. Mais en fait, c'est pas ça qui me définit. Mais punaise, qu'est-ce que ça m'a rendue plus forte de savoir où j'en étais et de poser les choses. Donc ça, mais bah voilà, si vous vous posez des questions, faites-le, parce que vraiment c'est important. Et juste une petite chose aussi pour ceux qui auraient posé le diagnostic. En fait, deux choses. Ceux qui auraient posé le diagnostic et qui seraient déçus de ne pas être HPI. Ne le soyez pas, parce qu'en fait, c'est génial de fonctionner comme vous fonctionnez, en fait. Peu importe que vous ayez un fonctionnement atypique ou non, en fait. C'est simplement de comprendre comment votre cerveau il fonctionne, comment vous le vivez, et de mettre maintenant, une fois que vous avez posé les choses, de mettre des nouvelles astuces, des nouveaux outils en place. Maintenant que vous savez comment vous fonctionnez, faites-le, quoi. Et avancez avec tout ça en poche. Et puis, dernière chose, là c'est peut-être un message, mais je sais pas si les gens qui sont concernés m'écouteront, j'en sais rien, mais j'ai encore des gens qui viennent me voir en me disant ouais je suis HPI parce que la psychologue ou le thérapeute m'a dit que j'avais ce fonctionnement là et du coup ouais je suis HPI et c'est pour ça que en fait j'ai eu ces difficultés là toute ma vie. Alors fuck, en fait. Putain, mais il y a encore des gens, des thérapeutes qui disent ce genre de diagnostic, qui posent ce genre de diagnostic à des gens, mais c'est hyper dangereux. Là, je pense à une personne en particulier qui me dit oui, ma psy, alors déjà j'ai été voir, elle n'est pas du tout psy, parce que entre psychologue, psychothérapeute et psychopraticienne, ça n'a absolument rien à voir, hein. Il y a des diplômes qu'on a ou qu'on n'a pas. Et donc ma psy me dit que je suis HPI parce que je fonctionne comme ça, et du coup c'est à cause de ça que j'ai été en surpoids, c'est à cause de ça que j'ai fait de la boulimie, c'est à cause de ça que... Mais niette, en fait, quoi. Cette soi-disant professionnelle de santé, elle ne t'a jamais fait passer aucun test, elle t'a mis la croyance dans ta tête que tu étais HPI, et elle t'a mis la croyance dans ta tête que tu étais HPI et que c'était à cause de ça que... Non mais... Voilà, c'est aussi pour ça que je pose ça. Quand vous vous posez la question, si vraiment vous voulez savoir si vous êtes HPI, faites le test. Et ne laissez jamais une personne qui se dit professionnelle de santé vous dire que vous êtes HPI ou TDAH ou bidule ou chose ou truc, s'il n'a pas le diplôme pour poser le truc, s'il n'a pas les compétences. Parce qu'en fait, on peut avoir le diplôme, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut avoir le diplôme, mais ne pas être spécialiste. Et il y a très très peu de spécialistes du trouble déficitaire de l'attention, il y a très très peu de spécialistes du TSA. Donc posez les choses avec un bon spécialiste et avec un vrai spécialiste. Et je finirai justement sur cette petite phrase-là de ce pseudo professionnel de santé. Si vous tombez sur une personne comme ça, qui vous dit ça et qui ne vous fait passer aucun test ou qui ne vous envoie pas vers un professionnel compétent, alors c'est un charlatan. C'est tout. Et dans ces cas-là, ça doit être aussi un red flag de vous dire changez de psychologue, changez de spécialiste, changez de thérapeute. Parce que s'il vous dit ça, eh ben là, il y a une incompétence dans son domaine et c'est dangereux. Voilà pour cet épisode. Je suis ravie de vous avoir parlé de ça. J'espère que ça aura éclairé certaines d'entre vous. Si vous avez des questions, mais franchement, n'hésitez pas. Envoyez-moi des messages, des vocaux,
des mails, j'y répondrai, mais vraiment avec grand plaisir, et je serai là pour vous éclairer, parce que pour le coup, effectivement, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, et c'est un sujet sur lequel voilà, je suis vraiment formée avec des vrais spécialistes. Donc voilà. Je suis à votre écoute, à votre disposition, évidemment avec le temps dont je dispose pour tout ça. Et bien je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode et surtout écoutez-vous, suivez votre intuition, faites ce qui est bon pour vous. À très vite les filles.